Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue ce matin dans votre tribune. Le peuple doit tout savoir, émettant depuis le bureau de presse du CNOX, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Au menu, les élections présidentielles se tiendront-elles à Guinée le 10 octobre 2020? C'est en tout cas la date qui a été proposée par la CENI et qui doit être validée par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Tandis que l'opposition menace de contester les élections législatives et référendaires du 22 mars dernier et sollicite également l'assainissement du fichier électoral. Nous allons nous intéresser également au remaniement ministériel partiel du gouvernement qui a été prononcé tout dernièrement par le président de la République. Pour avoir une vision plus éclairée sur ce sujet, nous avons sur ce plateau Dr Dansa Kourma. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, CNOX en Brésil. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour. Et voilà, pour commencer, que pensez-vous de la date du 10 octobre prévue pour la tenue des élections présidentielles en République de Guinée? D'abord, du point de vue de la légalité, la date proposée est en phase avec les prescriptions de la Constitution. L'élection présidentielle doit se tenir 60 jours au moins et 80 jours au plus de la fin du mandat du président de la République. La deuxième chose importante, la commission électorale indépendante est responsable du chronogramme des élections et de l'organisation des élections, mais surtout de la proclamation des résultats provisoires. À ce juste titre, c'est à elle revient la responsabilité de proposer une date au président de la République. Cette décision aussi me semble être légale. Et la troisième chose qui est un élément qui n'est pas négligeable, est-ce que sur le plan politique, économique et social, cette date est tenable? Mais légalement, elle est tenable parce que c'est une prescription de la Constitution. Mais du point de vue politique, il faut que les acteurs politiques conviennent sur les modalités politiques d'organisation des élections. Parce que les modalités légales sont définies déjà par le Code électoral et par la Constitution. Et d'un autre point de vue sur le plan politique, les acteurs politiques, après chaque élection ou chaque cycle électoral, il y a des récriminations qui sont reprochées au processus électoral et que les acteurs politiques doivent convenir avec les institutions et le gouvernement pour apporter les corrections, pour que chacun se sente à l'aise pour les élections. Et la troisième chose qui n'est pas négligeable, c'est du point de vue social. Est-ce que la situation sanitaire du pays, bref, la situation sociale du pays dans toutes ses dimensions permettent-elles la tenue d'une élection en cette année? Alors, je dirais que ça dépend de l'angle d'appréciation. Alors, la date des élections étant constitutionnelle, les contingences sociales ont une forte influence sur l'élément constitutionnel aussi. Si le taux de croissance de l'épidémie se maintient et le taux de mortalité et le taux de nouvelles contaminations se maintient, il sera très difficile d'organiser des élections dans un contexte où la courbe épidémiologique est ascendante. Donc, les conditionnalités financières sont toutes simples. Il faut les moyens, les ressources financières nécessaires pour organiser les élections. Parce que les élections, c'est une entreprise qui coûte cher, d'ailleurs, à la Guinée, plus qu'à d'autres pays africains. Donc, du point de vue financier, il faut que la CENI dispose de toutes les ressources nécessaires, les ressources financières pour la tenue des élections. Donc, en gros, c'est un faisceau d'arguments politiques, légal ou légaux, mais aussi un faisceau d'arguments sociaux qui peuvent ensemble être pris en compte dans l'élaboration du chronogramme. Sur la CENI est compétente de proposer un chronogramme. Bien évidemment, si la CENI est compétente pour proposer un chronogramme. Et de l'autre côté, l'opposition demande l'annulation des élections législatives et référendaires du 22 mars dernier. Quelle est la position de la société civile par rapport à cette situation? D'abord, si on me dit que les élections étaient 100% propres, je dirais non. D'ailleurs, aucune entreprise électorale ne peut être propre à 100%. Vous n'avez pas entendu aux États-Unis jusqu'à présent le procès sur l'injonction de la Russie dans les élections présidentielles américaines est en cours.
Donc, ça, c'est la première démocratie du monde. Alors, et les élections sont toujours source de contestation. Si une élection n'est pas contestée, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection. Ça, c'était sous Staline, où tout le monde était d'accord, 120% de score. Non. Disputer les élections, ça fait partie même des fondements du droit constitutionnel. Donc, moi, je crois que l'opposition doit pouvoir poser ses revendications-là sur la table lors d'un dialogue, avec l'appui de la communauté internationale et en présence de la société civile et des religieux qui doivent arbitrer entre les deux courants de pensée qui existent. Mais s'asseoir pour dire d'annuler un scrutin et toutes les institutions qui sont liées à ce scrutin de les annuler, ça me semble être un peu de la surenchère politique. Mais ils sont tout à fait en droit de demander. La surenchère politique, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Surenchère politique, c'est-à-dire demander ce qu'on peut obtenir, et juste pour obtenir des concessions intermédiaires, en mettant la barre à un niveau plus élevé. Mais le plus souvent, quand vous avez affaire à des félins politiques, on vous fait perdre du temps et finalement, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Alors, moi je crois, et c'est mon point de vue, quelles que soient les récriminations que nous avons contre ces élections, on l'a déjà fait constater dans un rapport d'observation qui était très clair, qui a décortiqué les points forts et les points faibles des élections et demandé les autorités du pays à corriger les fissures politiques, sociales, économiques causées par les élections pour avoir de nouvelles élections. Ça, c'est notre rôle de veille, d'alerte et d'interpellation. Mais quand la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur une élection, sur sa légalité et sa régularité, écoutez, c'est la Cour qui va assumer les conséquences devant l'histoire. Mais la messe a été dite. Quand la Cour tranche, c'est sans recours et tout le monde est obligé de s'en soumettre. Et si finalement les opposants se disent ne pas être prêts à aller aux élections présidentielles, est-ce qu'ils n'allont pas tomber dans une politique appelée ici la politique de la chaise vide? De tout compte fait, s'il y a les premières victimes de la politique de la chaise vide, c'est les militants du parti politique qui n'ont pas compétit. C'est pas la marche du pays va se poursuivre, même si un parti politique ne va pas aux élections. Donc c'est un calcul qui est préjudiciable au parti d'abord et qui peut aussi affecter par effet ricochet la démocratie d'une manière globale. Parce que je ne crois pas à la démocratie sans émulation politique. Je ne crois pas à la démocratie sans une opposition forte. Et je ne crois pas à la démocratie sans un électorat qui est capable de discerner, de poser des questions, d'interroger les hommes politiques sur leur discours, sans un électorat qui est capable de sanctionner au moment où c'est nécessaire. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de démocratie. Mais plus grave encore, si la commission électorale ou les institutions chargées d'arbitrer le processus électoral ne sont pas fiables et légitimes, on n'est pas dans une démocratie. Donc la compétition politique est garantie par ces réalités et chaque parti politique a une obligation de faire de telle sorte que des compromis dynamiques soient obtenus, mais ne pas refuser d'aller à des élections. Le processus électoral, on peut le parfaire que en participant aux élections. Et ça peut évoluer d'une élection à une autre. Mais par contre, toutes les revendications liées aux conditionnalités pour aller aux élections présidentielles, je suis d'accord avec les revendications. Quand ces revendications, pas d'accord ou pas d'accord, mais je crois que demander des meilleures conditions matérielles, juridiques, politiques et surtout techniques pour l'organisation des élections, c'est un droit de l'opposition. D'ailleurs, si l'opposition ne le fait pas, il revient à la société civile de le faire. Parce que toutes les questions liées au fichier doivent être réglées, et les questions liées à la loi électorale doivent être réglées. L'organisation de la compétition politique en tenant compte du contexte doivent être réglées. Donc bref, mais l'annulation du scrutin et la dissolution de l'Assemblée nationale, pour être franc, me semble être une requête difficile à avaler dans le contexte politique actuel. Mais ce qui est important, l'unanimité n'existe pas en politique. Chacun a le droit de surfer sur sa position et pour obtenir des causes en politique. C'est ça aussi.